Carfax Canada est fier de rouler aux côtés du balado Le Guide de l'auto. Évitez les troubles coûteux et soyez en confiance lors de l'achat d'un véhicule d'occasion grâce au rapport d'historique détaillé de Carfax Canada. Procurez-vous le vôtre à carfax.ca. Actualité automobile. Faites le plein. Un parcours bien contrôlé. C'est le Guide de l'auto. La référence depuis 1967. Le Guide de l'auto. Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto en compagnie de Vincent Aubé, Hugues Gonneau. Messieurs, bonjour. Ça se passe bien sur nos routes au Québec, semble-t-il? Un petit peu mieux que l'année passée, dit-on. Il y a un bilan qui est sorti cette semaine. C'est la raison pour laquelle on se lance comme ça. Bilan de la Société de l'assurance automobile du Québec, qui n'est pas super reluisant. Est-ce qu'il est encourageant? Bon, il y a différentes façons de voir les choses. Il y a eu moins de décès. Oui, bien ça, il y en aura toujours moins, puis il y aura toujours plus de blessés, parce que les voitures sont juste plus sécuritaires. Ça peut pas aller contre la logique. Là. En même temps, il y a pas mal plus de voitures sur les routes, donc il y a une densité de population automobile, puis... Mais il y a des accidents avec des piétons, c'est ce qu'on regarde un peu plus aussi. Bon, là, ça disait, les piétons, accidents diminuent de 4,3 %, motocyclistes, 6,9 %. Chez les cyclistes, 16,7 %. Ce sont toutes des baisses, là. C'est quand même une bonne nouvelle. Ça. Mais on remarque une forte augmentation chez les 15 à 24 ans. 31,7 %. Ouf, c'est ce qu'on appelle le syndrome Facebook. Moi, j'ai une question. Comment est-ce qu'on peut introduire des conducteurs de 15 ans dans le bilan? C'est des catégories. Non, mais c'est parce qu'il n'y en a pas de... Je sais. Oui, mais comment ils prennent leur cours à 15 ans? Non, mais tu ne peux pas avoir ton permis probatoire avant l'âge de 16 ans, là. Tu peux pas avoir ton permis probatoire avant l'âge de 16 ans. Fait que je trouve ça un peu curieux. Tu sais, est-ce que tu as des voleurs de voitures qui n'ont pas l'âge, qui ont eu des accidents, puis ils le comptabilisent dans la SAC, tu sais? Très bonne question. Moi, je pense que ça mérite d'être souligné parce qu'on a vu beaucoup de jeunes de 14-15 ans voler des véhicules, avoir des accidents. Ils n'ont pas de permis de conduire. Si ça fait partie du bilan, c'est sûr que ça vient scraper tes données. Mais il y a peut-être une partie de la réponse là-dedans. Après ça, augmentation de 10 % chez les 75+. Ça non plus. On a une population vieillissante, c'est un peu normal. Puis comme les permis de conduire ont été donnés à 16 ans et qu'on n'a jamais cru bon de peut-être revalider par la suite, bien, ça donne ça. Ça, c'est un autre problème. Mais on l'a dit tantôt, il y a de plus en plus de véhicules sur les routes. Puis, on en a parlé tantôt avant l'émission. Comportement sur la route, les gens sont fous. Je le sais, je te suivais tantôt. Ça n'a pas de sens. Je sais. Mais je remarque de plus en plus des cellulaires clairement là, à l'oreille. C'est même plus caché. Non, moi, je te dirais, tant que c'est le cellulaire, ça m'inquiète qu'à moitié. Mais on en voit clairement mettre leur statut Facebook, leurs réseaux sociaux à jour. Tu les vois comme ça, là. Tu les vois... puis lever juste le coin de l'œil de temps en temps. Mais ils regardent plus leur cellulaire que... Il y a plus de clignotants qui sont utilisés sur... Non, les clignotants, ça, c'est un fléau. D'après moi, Land Rover en met plus sur ses véhicules. Tous les chars allemands, à peu près. Ça doit être une option très chère parce qu'effectivement, tu as l'impression que c'est plus installé, ça. Peut-être chez Tesla aussi, il y en a beaucoup, mais je pense qu'il y a juste un écran, fait qu'ils savent plus... Mais Tesla, je comprends parce que c'est compliqué à mettre. Bon. Mais... non, blague à part, le clignotant, c'est un problème. On ne donnera jamais d'amende pour ça parce que c'est pas assez payant de le faire puis parce que ça se conteste facilement. Voilà. Fait qu'on se casse pas la tête avec ça. Mais tu parlais du comportement puis du cellulaire au volant. Moi, j'avais aimé beaucoup dans un show de Laurent Paquin, un gag qu'il avait fait, mais qui est empreint de vérité, là. Mm-hmm. Il dit, quand le cellulaire était légal au volant, les gens conduisaient comme ça, avec le cellulaire à l'oreille. Maintenant que c'est illégal, les gens conduisent avec le cellulaire dans le fond de la console de l'auto puis ils ne regardent plus en avant. C'est ça.
Fait que c'est plus dangereux maintenant que ça l'était à une certaine époque. Parce que est-ce que les gens ont arrêté de l'utiliser? La réponse, c'est non. Mais non. Puis on est rendu avec des écrans de 40 pouces dans nos tableaux de bord. Alors, bonjour la distraction. Le Lincoln Nautilus, qui a un écran qui part du rétroviseur gauche puis qui s'en va au rétroviseur droit en t'envoyant des vagues puis des faisceaux lumineux puis des feux d'artifice en plein visage pendant que tu conduis. Mais ce qui est génial, c'est qu'en même temps, les gens activent pas... Ils ont super écran de 55 pouces dernière génération, affichage 8K, pas capable d'activer le Bluetooth pour qu'ils gardent les yeux sur la route. Ah, ben, tu sais, puis si c'est pas ça, c'est autre chose. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que des formes de distraction dans les véhicules, il y en a un paquet, là. C'est pas. Il y en a trop. Tu sais, écoute. Il y en a trop. C'est dangereux. J'utilisais l'autre fois un produit BMW. C'est Mathieu Roy qui m'avait fait remarquer ça. On a compté 34 icônes dans un écran. Oui. C'est trop. Tu sais, comment tu fais pour t'y retrouver? Moi, j'ai 34 folder sur mon bureau d'ordinateur puis je viens fou. Fait qu'imagines-tu ça? Clair. C'est clair. C'est ça. Fait que évidemment que ça peut porter à confusion forcément, mais le problème en fait, c'est pas que les gens l'utilisent, c'est qu'il n'y a pas d'éducation qui est faite. Non. On y va toujours par la répression. Utilise pas ton cellulaire parce qu'on va te donner un ticket. C'est pas parce que c'est logique que tu le fasses pas. Parce qu'on va te donner un ticket. Puis c'est quoi l'amende qu'on donne tout le temps? C'est la vitesse. Parce que la vitesse, c'est payant. Oui. Mais c'est difficile à contester. Comme c'est difficile à contester. Voilà. Mais la distraction au volant, les clignotants, la conduite erratique, tout ça, il n'y en a pas de problème. Écoute, hier, il y a un jeune qui me suivait. Puis je te dis jeune, j'imagine, parce qu'il y avait une casquette avec un logo qui faisait pas très, très soirée canadienne, là. Mais c'est à peine j'étais capable de le voir. Il était couché dans le fond de son Elantra, là. Puis d'après moi, s'il voyait en avant, c'est entre le volant puis la planche de bord. Ben oui. Fait que lui, là, il veut réagir là, à bout de bras. Là. C'est impossible. Mais c'est clair. Moi, je me suis battu avec beaucoup de gens autour de moi, des amis, mais je connais à peu près personne qui n'a une bonne position de conduite dans leur voiture. Et ça, c'est pas enseigné. Hugues, je suis d'accord. La vraie position de conduite optimale, toi et moi, on la sait de par la formation qu'on a. Mais ça s'apprend dans les auto-écoles. On peut pas demander à tout le monde d'avoir l'ultime position de conduite, positionner les rétroviseurs parfaits. Je comprends le minimum, là, juste minimum. Éviter de conduire comme ça ou comme ça. Là, Il y a des volants télescopiques dans à peu près tous les véhicules sur le marché, à part le Nissan Frontier et la Mazda MX-5. Non, je conteste. Mazda MX-5, il y en a une maintenant. Télescopique? Oh oui. Ah oui, mais il n'avait pas avant, c'est ça, excuse-moi. Le pire, c'est qu'on l'a roulé ensemble puis on l'a constaté. Fait que tu vois, des fois, j'ai ce qu'on appelle ça arrive, hein, écoute, on appelle ça des brain farts. Oui. Mais essentiellement, tu peux avoir aujourd'hui une position de conduite qui a bien du bon sens dans la plupart des véhicules. Suffit effectivement de se le faire enseigner. Mais ça s'apprend durant le permis de conduire. Ça devrait être obligatoire. J'embarquerai même pas là-dedans parce que à chaque fois que je connais plein de jeunes en ce moment qui prennent leur cours de conduite, c'est une mauvaise blague. Ah ben je sais. C'est une mauvaise blague. Il y aurait un truc à faire. Quand je dis ça publiquement, j'ai tout le temps 2-3 personnes qui sont dans des écoles de conduite puis des associations qui m'écrivent, qui me disent « Oui, mais c'est pas vrai ce que tu dis, on a mis à jour... » Regarde bien, là. Ça marche pas, là. Non, ça marche pas. Ce n'est pas suffisant ce qui est donné comme formation au Québec. Puis remarque, c'est mieux qu'avant. Dans notre temps, là, on n'avait pas besoin. Il fallait pas qu'on fasse un permis en hiver et en été. Là. Moi, j'avais un ami, son professeur de conduite lui avait dit « Voyons non, les pneus d'hiver, ça sert à rien. » Prof de conduite, le gars, là. Ben oui. Et il vient nous voir, une équipe de journalistes automobiles, il dit « Vous parlez de pneus d'hiver tout le temps, puis là, mon moniteur d'auto-école me dit que ça sert à rien. Qu'est-ce que je dois penser? Que ton moniteur d'auto-école est un guignol. » Mais il n'y en a plus. Évidemment qu'aujourd'hui, c'est problème réglé. Mais tu vois, quand tu dis on part de loin, là. Ouais. Alors, si on revient au bilan, 380 personnes décédées sur nos routes, soit 18 de moins qu'en 2022, baisse de 4,5 %. 1270 personnes ont été blessées gravement.
1% de baisse. Alors, c'est essentiellement la même chose. C'est à peu près la même moyenne depuis 2018. C'est la moyenne. Oui, c'est ça. Depuis 2018. 26 790 personnes ont été blessées légèrement. Je ne sais pas comment on comptabilise ça. Moi, je veux dire, il doit y avoir un barème. Là. Je veux dire, blessé légèrement, je me suis égratigné un coude. Une tendinite. Je sais pas. Mais comment on comptabilise ça, c'est une bonne question. Mais c'est certain que plus le temps va avancer, plus les blessés graves vont aller en augmentant. Puis il y aura moins de décès. Je veux dire, les véhicules... Tu sais, les décès, ils surviennent à grande vitesse souvent ou dans des impacts hyper violents. Des carambolages, peut-être. C'est ça, tu sais. Bon, mais sinon, ce sont des piétons qui se font happer. C'est clair. Puis quand tu regardes ce qui s'en vient, là, tu te dis, moi, j'ai pas du tout envie de me faire ramasser par un Cybertruck, là. Non? Ça me tente pas. Mais non, là... Je crois que ça va être une collision tranchante, par contre. Ah oui, non, regarde. Ce qui est bien, c'est que je serai pas blessé. Non, ça sera clair, net. Non, mais j'aime ça. Vincent, je te propose pour le site web la semaine prochaine que tu me fasses un top 10 des véhicules avec lesquels tu aimerais entrer en collision, toi, personnellement. Une 2 chevaux, ça m'inquiète moins déjà. Le défi est lancé. OK. Une Beetle, mettons. Voilà. Une 2 chevaux, c'est moins inquiétant, ça va moins vite. La nouvelle Fiat moins 500, lourd. c'est assez rond, ça a l'air confortable, ça. Oui, mais ça... En fait, je l'ai conduit un peu plus longuement la semaine passée. La 500 passe les normes européennes de collision piéton. Le Cybertruck ne sera jamais vendu en Europe pour cette raison-là. Non, c'est sûr. Donc déjà au départ, oui, une 500e va te ramasser un petit peu moins fort qu'un Cybertruck. Ouais. Ça, c'est certain. Bon. Change de sujet. Genesis qui a dévoilé son GV80 coupé. Alors, essentiellement, on a un peu sablé le haillon arrière pour que ça ait une forme un peu plus sportive, ce qui a permis d'augmenter le prix de 10 000 $. C'est un peu ce que ça veut dire. Bah oui, t'enlèves les matériaux, ça coûte plus cher. Qui dit VUS coupé dit tarif plus cher. Et je m'en allais dire... Ça, c'est une belle invention des Allemands. Ils ont inventé un truc fabuleux. Ouais. BMW. Mais tous, c'est des spécialistes. Moins on en met, plus tu payes cher. Tu regardes chez Porsche, les éditions limitées, on met moins d'équipement, c'est plus léger, on enlève les poignées, on met des petits trucs en tissu à la place. Allez, 10 000 $ de plus. Bon. T'as pas acheté ça, toi, Hugues? Non, pas encore. Non, pas encore. Mais je m'en allais dire, c'est le premier véhicule Genesis au-dessus de 100 000, mais c'est pas vrai parce que la G80 électrique est 105 000. Je veux juste revenir, Hugues n'a pas acheté de Porsche parce qu'ils font pas de T-top chez Porsche. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Inside joke. Ouais, okay. Mais ils ont pas... c'est ça. Alors, 104 000 $ pour un GV80 coupé, mais il n'y a pas autant de motorisation offerte que sur la version régulière. Ben, c'est la particularité. Le GV80 conserve le V6 biturbo, mais on lui greffe un turbocompresseur électrique. OK. C'est essentiellement le même moteur qu'il y a dans la G90. Mais ça punch un peu plus. Puis peu. OK. Un peu. Mais voilà, Genesis qui, il y a quelques années à peine, nous vendait un GV80, de base, avec le 4 cylindres de 60 000 environ. Ouais, c'est ça. Là, ça part à 75. Ouais. Ça monte vite. Ça monte chez Genesis. Puis on va revenir un peu plus tard sur Genesis aussi parce que ce sera notre bilan de la semaine des constructeurs. On a encore des croûtes à manger là, chez Genesis. Vous allez voir ça. Oui. En attendant, quelques rappels qui ont été annoncés cette semaine. Là, Dodge et Ram rappellent des camions avec des freins ABS qui pourraient faire défaut. Il y a plus de 211 000 véhicules rappelés en Amérique du Nord, mais 17 000 au Canada. C'est des Ram HD et des Durango 2022, 2021, tout dépendant du modèle. Écoute, on ne fait pas des bilans de rappel à chaque semaine parce que Chrysler serait sur la sellette à toutes les semaines. Fait qu'on ne le fera pas tout le temps. Par contre, là, il y a un autre rappel sur un véhicule qui n'est même pas encore arrivé. Oui. Ça commence à être un peu fatigant parce que c'est pas le seul. Volvo EX30. Et comme tu me disais, hors d'onde, c'est un véhicule qui risque de connaître beaucoup de succès chez nous de par son format. Oh oui. Véhicule... Par ses performances aussi. Ah oui, c'est sous-compact. Là. C'est vraiment petit. Oui. Moi, j'ai pris place à bord. Moi qui fais 5 pieds 10, installé au volant, t'installes personne en arrière. Mm-hmm. C'est vrai, c'est pas grand. C'est vraiment pas grand. Alors, il y a un rappel pour ce véhicule-là. Ben, tous les véhicules, tous les EX30 produits jusqu'à ce jour ont été rappelés. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est une mise à jour à distance. Fait OK, c'est par nuage. Par nuage. OK.
Donc, c'est pas un si gros problème parce que, dans le fond, l'écran où on indique la vitesse peut revenir en mode test. OK. C'est pas un très gros problème, mais on le souligne, Volvo, avec ses modèles EX, le X90 puis le X30, les deux modèles ont été retardés à cause de bugs. Bon. Puis on le remarque de plus en plus dans les véhicules électriques. Là, on pense du côté de Chevrolet avec le Blazer. On sait-tu par cœur si le X30 va être fait du côté de la Chine ou du côté de la Suède? Ceux qui vont être vendus ici, normalement, devraient être faits en Belgique. Si je ne m'abuse. Okay. Ils sont en train déjà de transférer la production à cause des tarifs chinois. Oui, c'est ça. Parce que là, ça va représenter un problème. Là, on aura le temps d'y revenir, mais actuellement, des Polestar faits en Chine, s'il y a une taxe de 25% là-dessus, ouch! Oui, ils vont s'en vendre un peu moins. C'est ça. Un petit peu. Comme ils l'ont fait, ils pourront toujours arriver éventuellement à déplacer certains assemblages et puis continuer à produire les batteries en Chine. Parce que de toute façon, tout le monde fait ça. Anyway, c'est pas bien compliqué. Ouais. Ils pourront toujours... ils sont capables de jongler. Ils peuvent jongler. Ils ont les ressources assez solides. Le groupe Geely. Ouais. Bon. Nos amis de chez Équiterre qui... écoute, c'est drôle parce que c'est littéralement un parallèle avec la caricature que j'ai faite pour mon article de la semaine passée, où je comparais les véhicules à des paquets de cigarettes. Essentiellement, ce que je disais dans mon article, c'est illustrer sur nos véhicules neufs la même chose que vous illustrez sur les paquets de cigarettes, des poumons pourris, des dents carriées, tout ce que tu voudras, là, des cancers, ce que tu voudras. Ouais. Parce que l'automobile est rendu au Québec la plaie à abattre. Et là, Équiterre en rajoute une couche. On dit qu'on souhaiterait contrôler la façon dont la publicité automobile est faite, notamment en ce qui concerne les méchants VUS. Tu sais, ces gros pollueurs comme les Hyundai Kona et Toyota RAV4 qui sont de gros méchants VUS, mais qui consomment moins qu'une Honda Accord, là, pratiquement. Il y a ce gros clash qui existe entre la réalité automobile et la catégorisation des véhicules. J'en ai déjà parlé, mais moi, ça me rappelle encore Catherine Dorion à Québec s'était fait pointer du doigt parce qu'elle conduisait un méchant VUS, puis c'était une Crosstrek. Tu sais, c'est ça. C'est pas un Yukon Denali, là. Non. On s'entend. C'est ça qu'on oublie, là. C'est parce que le VUS, on devrait même plus utiliser ce terme-là. C'est juste une nouvelle forme pour la voiture. La voiture a juste changé de forme. C'est juste levé de terre un peu. Puis encore. En même temps, c'est certain, faut quand même que j'admette ceci. Un Hyundai Kona, même si on considère ça comme une voiture, c'est un petit peu plus haut de terre, c'est un peu moins aérodynamique, puis ça avait la forme d'une berline, ça serait plus aérodynamique, puis ça consommerait 0.3 litres au 100 de moins. Tout à fait d'accord. On pourrait améliorer la formule en faisant un compromis sur le format et le design. Oui, mais est-ce que c'est ça qu'on veut attaquer le Hyundai Kona comme méchant VUS, ou est-ce que on veut abattre des Ram TRX? Parce que on peut acheter un Ram TRX en vente libre, puis polluer à 25 litres au 100, puis ça, il n'y en a pas de problème. Puis ce genre de véhicule incite à la délinquance. Là. Non, puis je suis vraiment loin de vouloir contrôler ce que les gens achètent. Je suis pour le libre choix, puis bon. Mais s'il y a un encadrement à faire, allez le faire de ce côté-là. Pas du côté des VUS at large. Grand public. C'est ça, là. Oubliez pas qu'une PT Cruiser, c'était classé comme un VUS à une certaine époque. Là, oui, absolument. C'est ridicule. Alors, un Suzuki SX4. En fait, pourquoi le PT Cruiser et d'autres sont classés VUS? Parce que c'est pour passer des normes américaines différentes, pour avoir des standards différents, et c'est pour pouvoir continuer à faire ce genre de choses-là. Et c'est pour ça que tout le monde, à un moment, s'est rabattu pour dire c'est un VUS, on a mis des roues plus grosses, c'est un VUS. C'est pour pouvoir passer des normes de consommation différentes. C'est tout. Et en fait, à un moment, c'est au lieu justement de taper sur la tête du consommateur, de chercher à le pointer du doigt, etc. Ok, changeons les législations, changeons certaines choses. Écoute, de toute façon, Hugues, il y a plein de VUS aujourd'hui qui sont hybrides rechargeables ou électriques. Bien sûr. Alors, la catégorie VUS, c'est pas le bon mot. C'est ça.
Mais encore une fois, je pense que je l'ai déjà dit à ce micro-là, c'est pas juste de dire c'est les VUS le problème. Le problème, c'est que l'être humain veut toujours plus gros, et je l'ai dit ici, maintenant qu'on passe à l'électrique, on va faire, parce que c'est électrique, on va faire des trucs plus gros, plus lourds, plus équipés, plus machin, mais c'est pas grave, parce que c'est électrique, et au lieu de faire un 0 à 100 6 secondes, on va le faire en 2.8 secondes. Génial, ça va sauver la planète. À un moment, c'est un problème de fond, c'est un problème... C'est quoi un consommateur? Et c'est pas en lui tapant sur la tête qu'on va régler le truc. Non. Les constructeurs, eux, ils offrent des véhicules qui se vendent. Ils vont jamais arriver en disant, regarde, on n'en vend pas, on perd de l'argent avec, mais on continue. Tu sais. C'est les gens qui achètent ça, et les gens, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent du gros, du lourd. Ils veulent pouvoir en foutre plein la gueule à leurs voisins. Et c'est comme ça que l'humanité fonctionne, et spécialement l'Amérique du Nord. Mm-hmm. Donc à un moment... On sent une pointe de jugement de la part d'un maudit français, là? Je suis canadien, mon cher. Okay. Mais de toute façon, ce virus-là s'est étendu à la planète, là. Mais c'est ça. Donc, le virus VUS, était, je veux dire, il y a 10 ans, en Europe, c'était des petites voitures. Ah, regarde, c'est clair. Puis là, aujourd'hui... Il n'y a que ça. Il y a que ça. Ouais. On va sur le site de Renault, puis ce ne sont que Renault, Citroën, Peugeot, toutes les marques européennes. Ouais. Toutes les marques européennes, on est d'accord. C'est même c'est pire. Juste plus petit, quand même. Ouais. Mais regarde, à un moment, les gens veulent ça, et je pense que il faut amener des solutions un petit peu différentes, retravailler. Mais c'est parce qu'on est déjà des normes différentes. Avancez-vous pas, tu sais, moi je regarde ce qu'Équiterre demande, avancez-vous pas à utiliser le mot VUS. Regardez les codes d'émanation polluante des véhicules, regardez les codes de consommation des véhicules, le poids des véhicules, puis allez statuer en fonction de tout ça, pas simplement en disant un méchant VUS. Ah non, mais ça, c'est sûr. Je vous informe qu'il y a des voitures qui consomment pas à peu près puis qui polluent énormément aussi. Tu sais, à la limite, là, un Hummer EV, là. Ben, c'est aberrant. Oui, ça ne rejette pas d'émissions, mais c'est polluant à produire. 4 tonnes. 4 tonnes. 4 tonnes. La batterie, elle 4 tonnes et demie. Les constituants de la batterie ont fait je sais pas combien de fois le tour de la planète avant d'arriver chez le dealer. Mais voilà. Puis attends, là, aux 15 000 km, aux 20 000 km, tu vas remplacer les 4 bottines qu'il y a là-dessus. Là. Ben oui. Bonjour la planète, parce que c'est trop lourd. Tu sais, fait que il y a toutes sortes de trucs, mais je pense juste que le message d'Équiterre, c'est un mauvais message. On ne cible pas la bonne chose. Je comprends l'intention, mais la façon que c'est fait, ça marche pas. Oui. Non, mais parce que, encore une fois, dans un discours aujourd'hui où toutes les associations doivent gueuler plus fort les unes que les autres pour se faire entendre, ben voilà, faut surenchérir, faut arriver avec des trucs, puis c'est juste de la com. Moi, je les aime bien, Équiterre, ils veulent bien faire, c'est pas le problème. Moi, ça me dérange pas, mais tu sens que derrière tout ça, c'est juste de la com, quoi. Ah ouais, absolument. On verra si ça aura un impact, mais en attendant, on va continuer d'acheter des méchants VUS. Pas le choix, c'est juste ça qu'on a. C'est juste ça qu'on a? Oui, c'est ça. Okay. Le guide de l'auto. Ton sujet d'aujourd'hui, Hugues, me fascine particulièrement parce que je connais un peu l'histoire de cette voiture-là, pourquoi elle a été produite et surtout qui en est le vrai fondateur. Et ça me... Il y a quelque chose de laid dans la production de cette voiture-là, dans l'aboutissement de la production de cette voiture-là quand tu sais d'où elle vient. Et on parle évidemment de la Plymouth Prowler, voiture que j'ai connue un peu grâce à Michel Barrette qui avait publicisé le fait que c'en était acheté une des premières au Québec. Moi, je me souviens qu'on avait fait multiples véhicules prototypes à l'époque. On avait commencé à présenter ça en 13, 14 à peu près ça. Écoute, il y a eu des voitures miniatures Hot Wheels, Matchbox de tous les formats. Et j'avais eu la chance de conduire une des Prowler que Jacques Duval mettait à l'essai en 99. Elle était de couleur jaune, puis on était sur le circuit de Saner à faire un match comparatif pour le guide de l'auto de Berlin Compact. Là, tu sais, ça, c'est quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui. Et puis, on avait des... la Daou venait d'arriver sur le marché. Ouais. On avait des... je me trompe peut-être d'année, c'était peut-être 2000. Parce qu'on avait la nouvelle Focus...
qui venait... On l'avait débarqué d'une remorque, c'était un véhicule prototype, il n'y avait même pas d'identification dessus. Fait que bref, il y avait... mais on avait essayé une panoplie de voitures compactes comme ça, et Jacques Duval s'était présenté en Prowler, et il m'avait laissé les clés pour que je puisse me promener sur le circuit Sanair avec cette voiture-là. Fait que j'en garde un bon souvenir, même si dans les faits, c'est pas une voiture techniquement super impressionnante, mais il y a une belle histoire à raconter autour de ça. Ben oui, personne n'avait jamais encore osé fabriquer un hot rod en série. Et le plus fou, c'est que Chrysler se fichait presque s'il allait se vendre ou pas, parce qu'en effet, la Prowler avait d'autres fonctions à remplir. Bon, faut peut-être revenir à l'époque où la Chrysler, la Plymouth Prowler, devrais-je dire, a été commercialisée ou lancée. C'était quoi la situation de Chrysler à cette époque-là, au milieu des années 90? Ben, la compagnie est de nouveau mal en point. Son président, Lee Iacocca, s'est entêté dans la monoculture des K-Cars. Heureusement, le lancement des berlines LH à cabine avancée en 1992 pour le millésime 93 se passe bien et inaugure une nouvelle ère de prospérité pour la corporation, aidée en cela par la mise à la retraite de Iacocca à la fin de 1992. Le problème, c'est que maintenant, il faut dépoussiérer l'image de marque de la compagnie. Et pour cela, Chrysler peut compter sur une équipe de designers dirigée par Tom Gale, prête à proposer les concepts les plus allumés. La présentation de la Viper en 89 comme prototype, puis en 1992 comme véhicule de série, avait fait le plus grand bien à Dodge. Ne serait-il pas possible d'en faire autant pour Plymouth, alors déjà en état de mort cérébrale? Parce que le fait qu'elle n'ait pas eu droit à une berline LH en disait déjà long à l'époque sur l'état de la marque. Ouais. Puis il faut savoir que chez nous, tu parles des berlines LH, il faut juste souligner que chez nous, Dodge n'avait pas droit à une berline LH. La Intrepid était vendue sous le giron de Chrysler, alors qu'aux États-Unis, c'était une voiture Dodge. Mais la répartition des concessionnaires avait fait qu'il n'y avait pas de grosses berlines Dodge ou Plymouth au Canada. Bon, oui, les vieux modèles traditionnels, là, mais les nouvelles générations, ça n'existait pas chez nous. On mettait davantage l'emphase sur Chrysler. Tout le contraire d'aujourd'hui, finalement. C'est un peu drôle. Mais bon, évidemment, là, j'en arrive au design de la voiture et à l'idée du concept parce que, bien que je connaisse un peu l'histoire, faut que tu racontes d'où c'est parti. Là. Alors, l'histoire de la Prowler débute au printemps 1990 au studio Pacifica en Californie. Ouais. Les designers cherchent de nouvelles idées de prototypes et l'un d'entre eux propose « Pourquoi ne pas faire un hot rod ?» La suggestion plaît, d'autant que Tom Gale, le patron des designers, est en train de se construire un hot rod Ford 33 à la même époque. Ce sont les esquisses de Kevin Verduyn, alors ça s'écrit V-E-R-D-U-Y-N, je dois probablement mal prononcer, je m'en excuse. Donc ce sont les esquisses de Kevin Verduyn, qui réalisera de nombreux concepts pour Chrysler de 1987 à 2008, qui tapent dans l'œil de Bob Lutz, dont on a déjà parlé ici, alors vice-président responsable du développement lors d'une visite à Pacifica à l'automne 1990. Lutz donne le feu vert et Pacifica assurera la conception du véhicule jusqu'à sa présentation au Salon de Détroit 93. Alors, il y a une petite histoire alternative. Au même moment, Chip Foose finit sa thèse à l'Art Center College of Design dans un projet parrainé par Chrysler. Voilà. Il crée un concept baptisé Hemisphere et Foose clame que c'est son dessin qui a initié la Prowler. En fait, le design final de la Prowler est relativement proche du propre rod de Tom Gale et ce dernier a crédité clairement Verduyn dans une interview au Wall Street Journal. Mais on s'entend que la Hemisphere est arrivée avant tout ça et Chip Foose a été payé par Chrysler pour développer cette voiture-là. Oui, mais encore une fois, c'est un programme parallèle et au niveau du timing, ça marche pas. Et en fait, il y a des esquisses qui existent et qui sont sorties sur Internet et on voit clairement les premiers dessins du Prowler avec la signature de Verduyn sur le dessin. Et ça se parlait pas, là? Non, je pense pas. Ça se parlait pas. Je pense qu'il y a eu un malentendu. En fait, j'ai creusé pas mal et je pense vraiment que c'est vraiment Verduyn qui a signé les lignes originales pour parce qu'en fait, à un moment, un rod, c'est un rod et il y a quand même des codes à respecter et tu peux pas réinventer la roue à chaque fois, quoi. Sauf que ça a quand même coûté la job de rêve que Chip Foose devait avoir à cette époque-là, puisque lui avait été
promu par Chrysler suite à son diplôme et devait essentiellement se retrouver dans l'équipe de design de Chrysler. Et cette espèce de chicane ou de bisbille lui a coûté sa carrière. Ben, pas sa carrière, parce qu'il se débrouille bien. Il s'en est pas trop mal sorti. Il se débrouille bien. Mais ce que je veux dire, c'est que sa carrière de designer automobile auprès d'un manufacturier n'a jamais eu lieu par rapport à ça. Quand est-ce qu'on a présenté la Prowler, essentiellement, sur le marché officiellement? Là? Alors, au Salon de Détroit 93, 4 ans après la Viper, Chrysler se retrouve à nouveau la vedette du salon avec l'un de ses concepts. Le coupé violacé à moteur V6 fait tourner toutes les têtes, tout le monde en veut un. Et aussi fou que cela puisse paraître à l'époque, Bob Lutz lance une étude pour déterminer la faisabilité de la production. Ouais. Au printemps 93, le feu vert est donné. Craig Love est nommé chef du projet et un budget de 90 millions de dollars est débloqué. Je te coupe juste pour te mentionner que en 93, pour situer les gens, on venait de lancer l'Intrépide, la Concorde, l'Eagle Vision. On venait aussi de lancer le nouveau Grand Cherokee qui avait remporté à peu près tous les prix. Alors, Chrysler, à cette époque, et on lançait le nouveau camion Ram au même moment. Là. 94, ouais. Mais tu sais, c'était une période extrêmement florissante pour Chrysler. Là. Ben, en peu de temps, ils sont passés en 92, ils étaient de nouveau au bord de la faillite. Et en 96-97... Avec des Fifth Avenue, des dynasties. Et en 96-97, c'était le constructeur avec la plus haute rentabilité au monde, même devant BMW. Imagine. Wow. En 5 ans. Ouais. Et ça a rechuté par la suite. Et ça a rechuté encore par la suite. Sur les champions de... Oui. Et excuse-moi. Dans la logique de Lutz, la corporation dépense des centaines de millions en publicité qui sont sitôt vues, sitôt oubliées. Pour lui, autant dépenser de l'argent pour commercialiser un véhicule image qui fera parler. Et puis, la Prowler a un autre dessein. Elle doit servir de banc d'essai à de nouvelles technologies de production avec de l'aluminium, un matériau qui permet de réduire le poids des véhicules, mais avec lequel Chrysler a peu d'expérience. Est-ce qu'il y a une différence marquée entre le concept et la voiture de production? Parce que moi, je me souviens que les proportions diffèrent un peu, mais l'idée de base est très semblable. Ben exactement. Les lignes du concept sont relativement bien préservées pour le passage à la série. On retrouve des différences évidentes au niveau des phares avant, du coffre et des ailes. Des trucs qui se pouvaient pas, là. Voilà, c'est ça. Il faut aussi passer les normes d'impact et des choses comme ça. Le modèle final est aussi plus long de 3 pouces et plus large de 4 pouces. Logiquement, comme on vient d'en parler, le châssis est en aluminium, ainsi que les panneaux de carrosserie. Ouais. Toujours pour gagner du poids, la structure qui supporte la planche de bord est réalisée en magnésium. Afin de compresser les coûts au maximum, les ingénieurs puisent abondamment dans la banque d'organes de Chrysler, 40% des composants de la Prowler. Okay. Le V6 3,5 litres de 214 chevaux provient des LH. Ce moteur est choisi afin de réduire le poids, parce que la Prowler pèse quand même 1350 kg. Il faut se rappeler qu'à ce moment-là, la corporation n'a pas encore son V8 EMI moderne et que les blocs en fonte dont elle dispose auraient sérieusement modifié la répartition du poids, qui était déjà de 45 à l'avant, 55 à l'arrière. Aujourd'hui, on sait que qu'un V8 rentre au chausse-pied parce que les conversions ne manquent pas. La boîte automatique à 4 rapports provient aussi des LH. Autostick. Exactement. Elle est placée dans l'essieu arrière pour favoriser la répartition du poids. Ouais. Et justement, la fonction autostick est là pour un petit peu compenser l'absence d'une boîte de vitesse manuelle. Le boîtier de direction provient des mini-fourgonnettes et les suspensions proviennent de la Viper. La version finale est présentée au Salon de Détroit 96 et la commercialisation est annoncée au Salon de Détroit 1997. Certains se pincent encore à ce moment-là pour s'assurer que tout cela est bien vrai. La production commence à l'été 97 à l'usine de Conner Avenue, à Détroit dans le Michigan, site qui est aussi responsable de la fabrication de la Viper. Chrysler pense à ce moment pouvoir écouler entre 3 et 5 000 exemplaires par année. Et là, on la commercialise essentiellement. Début 97, la voiture arrive sur le marché. Là. C'est ça. La voiture arrive en concession pour le millésime 97, avec une seule couleur disponible et une liste d'équipements complète, vitre électrique, verrouillage central, climatisation, système de son Infinity de 320 watts et le contour installé sur la colonne, histoire de rester dans l'ambiance hot rod. T'essaieras de lancer ça aujourd'hui, en 2024, un modèle dont la seule couleur disponible est le mauve. Bonne chance. C'est ça, exactement. Ouais. Au Canada, l'auto est offerte à 51 995 $, ce qui n'est pas donné. En comparaison, une Mustang GT V8
à la même année, est vendu 23 595 $. Mais il faut reconnaître que c'est un véhicule unique sans véritable concurrence. Les performances sont bonnes sans être décoiffantes. Le 0 à 100 est réalisé en 7,5 secondes. La tenue de route est jugée excellente. Le Prowler peut prendre 0,84 G d'accélération latérale. Et le confort est un petit peu limité. Mais le défaut numéro 1... On n'a pas à dire absent. Là. Voilà. Ouais. Tout comme la visibilité. Là, exactement. Ouais. Mais le défaut numéro 1, c'est le coffre. De très petit, il passe à inexistant une fois la capote rabaissée. Ouais. Pour remédier à cela, Plymouth propose une remorque offrant le dessin de l'arrière de la Prowler et de couleurs coordonnées. Et à peine 1367 de ces remorques seront vendues dans toute la carrière du Prowler. Le premier millésime est court et seulement 457 Prowlers sont produites, dont 53 pour le Canada. Ah oui, à ce point-là. Hein? Ouais. C'était si rare que ça en 97. Puis là, on a arrêté la production pour 98. Exactement. C'est assez particulier. Et on est revenu en 99 avec cette voiture-là, où là, on avait apporté quelques modifications. Donc, les premières Prowlers, ce sont les véritables pièces de collection. Ah oui, c'est des véhicules de collection. C'est des vraies pièces de collection. Puis avant que tu embarques sur les je ne peux pas dire la seconde génération, là, mais moi, j'ai quand même toujours trouvé ça curieux que Plymouth ou Chrysler lance cette voiture-là au moment même où Mercedes, BMW et Porsche débarquaient chacun avec un Roadster respectif qui se vendait à peu près ce prix-là. Parce qu'un Z3 coûtait un peu plus de 40 000. La SLK, on frôlait les 50. La Boxster. Porsche Boxster, c'était autour de 50. Alors, c'est une philosophie complètement différente. Mais tu avais 4 Roadsters, 2 places qui débarquaient sur le marché en même temps dans une échelle de prix qui était quand même comparable. Écoute, c'était très audacieux comme époque. Là. Surtout à une époque où on voyait les sportifs disparaître les unes après les autres. Bah, il y a eu un retour à cette année-là. Puis je pense qu'il y avait une volonté de créativité. Il y avait quelque chose. Ouais. Les gens étaient prêts parce que il y a eu le succès de la Miata au début des années 90 qui a quand même remis tout ça un petit peu en ordre. Les constructeurs de luxe se sont dit s'ils arrivent à vendre des Miata, on devrait arriver à vendre des. Mais en même temps, c'était l'époque où les RX-7, Supra 300ZX, Dodge Stealth, tout ça, ça disparaissait. Non, mais c'était pas la même philosophie. Exactement. Fait que je trouvais ça très rafraîchissant. Oh, alors, tu disais, 98, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On se demande pourquoi, que se passe-t-il et pourquoi la voiture revient et avec une identité qui diffère aussi, là. Exactement, elle revient en 99 avec un V6 poussé à 253 chevaux. Ouais. Le 0 à 100 descend à 6,2 secondes. Cette année pleine se solde par 3921 véhicules produits, dont 230 pour le Canada. La marque Plymouth est arrêtée au Canada à la fin du millésime. Pourtant, la Prowler continuera et être commercialisée sous ce nom pendant encore 2 ans avant de devenir une Chrysler en 2002. Ouais. Au SEMA Show de 1999, Plymouth présente le concept Howler qui corrige le défaut principal de la Prowler. Grâce à une malle arrière agrandie, on peut maintenant charger 3 sacs de golf sans problème. Mais c'est le rêve. Mais c'est et voilà. Et autre cerise sur le Sunday, le moteur est un V8 de 4,7 litres couplé à une boîte manuelle à 5 rapports. Mais parce que c'est laid, le véhicule restera à l'état de prototype. Le millésime 2000 voit l'introduction de suspensions révisées améliorant le confort. La production baisse à 2746 exemplaires, 155 pour le Canada. Et Plymouth disparaît à son tour aux États-Unis à la fin du millésime 2000. La Prowler devient alors une Chrysler. La production de 2001 s'établit à 3142 exemplaires, 150 pour le Canada. Et en 2002 à 1436, donc 85 chez nous. 3 séries limitées seront proposées. La Woodward en 2000, rouge et noir. La Black Tie en 2001, noir et gris. Et la Mulholland, bleu, toujours en 2001. Si le pourpre est la seule couleur disponible en 1997, la Prowler sera offerte dans 12 couleurs différentes selon les années, la plus populaire étant le noir. Voilà, pas plus compliqué que ça. Mais aujourd'hui, c'est une voiture quand même... C'est pas une voiture particulièrement impressionnante au niveau des valeurs. Non, mais... Je me serais attendu à ce que ça grimpe un peu plus que ça. C'est sûr que c'est pas une voiture parfaite à conduire, mais c'est quand même une sacrée curiosité. Puis le fait que, tu sais, il n'y a rien de logique là-dessus. Là. C'est pourquoi on a mis le nom Plymouth là-dessus. Pourquoi on a développé ça comme ça. Mais en fait, justement, c'est ça qui est on cool. va parler de la fin du véhicule, parce que c'est pas tout à fait fini.
Les objectifs ont changé chez Chrysler avec, on parlait de Mercedes, avec la fusion Mercedes en 98. Ouais. Et les choses bougent très vite. La production de la Prowler s'arrête le 15 février 2002. Le dernier exemplaire, dit Conner Avenue Edition, en hommage au site de production, est peint dans un bleu perlé, high voltage, unique, et est mis aux enchères le 18 mai 2002 au profit d'une fondation pour la sclérose en plaques. Le véhicule atteindra la somme de $175 000 US. Au total, 11 702 Prowler ont été produits en 5 millésimes, dont 673 au Canada. L'absence de V8 et d'une boîte manuelle aura été effectivement un facteur déterminant pour les ventes réduites. Mais même si la Prowler n'a pas eu l'effet stimulant espéré pour Plymouth, Chrysler n'a pas vraiment perdu d'argent avec ce programme grâce à un budget de développement extrêmement bas. Et il faut rappeler que le véritable enjeu, c'était de travailler avec des matériaux nouveaux. Et en tant que projet de recherche, la Prowler a été un succès. Oui, puis aujourd'hui, on en parle encore. Ben voilà. Alors qu'il n'y a plus personne qui parle de la Crossfire, qui a été le Roadster qui lui a succédé et que tout le monde tend à oublier. Et pourtant, c'était pas un mauvais véhicule. Mais non, Chrysler avait à ce moment-là le truc pour sortir des véhicules cultes instantanément. Ouais. La Viper, la Prowler, ils arrivaient avec des designs vraiment innovants. C'est un âge d'or en termes de design. Ouais. Faut créditer Tom Gale qui a fait des trucs fabuleux. Et ils avaient le don pour sortir des trucs imaginatifs, ce qui n'est plus vraiment le cas maintenant. En anglais, on appelle ça le guts. Le guts. C'est ça. Yes, sir. C'est ça. C'était pas le guts de Lutz, parce que Lutz n'était plus là. Non. Le guide de l'auto. Parcours l'actualité automobile sans dérapage ni accrochage. Bilan du constructeur ou des constructeurs, messieurs. On parle de Genesis cette semaine, encore? Qui est évidemment... oui, on parle de Genesis. On a parlé en début d'émission avec le GV80, mais je voulais revenir sur cette marque-là. On a l'impression que Genesis a le vent dans les voiles. On ouvre des concessions magnifiques. À chaque fois que je croise un véhicule Genesis sur la route, c'est fabuleux au niveau du design. C'est impressionnant, c'est classique. Je trouve qu'ils ont réussi quelque chose après lequel les Américains courent depuis 40 ans. Tu sais, ce que Cadillac et Lincoln n'ont pas fait pendant des années, Genesis le fait présentement. Je pense que la ligne directrice de Genesis, c'est voiture de luxe. C'est confortable. Ça. Puis en fait, moi, ce que je trouve avec Genesis, c'est qu'ils ont joué sur les valeurs coréennes. Ils n'ont pas cherché à faire plus allemand que les Allemands. Parce qu'en fait, les Américains... À un moment, ils avaient leur recette de gros bateaux luxueux, comme j'aime. Oui. Et à un moment, ça a plus marché. Et ils ont dit, très bien, on va faire comme les Allemands. Sauf qu'ils ont mis 20 ans et plus à comprendre la philosophie des Allemands. Et quand ils y sont arrivés, c'est-à-dire à peu près au début des années 2000, tout d'un coup, c'était effectivement la même recette. Mais essayer d'être plus allemand que les Allemands, c'est pas une façon intelligente de réagir face à ton marché. Et les Japonais, les Coréens ont fait non. Nous, on va jouer sur nos forces à nous. Ça passera pas. On va prendre notre temps et on va arriver avec une philosophie différente. Même les Japonais ont essayé des trucs. Tu sais, souviens-toi de l'Acura Vigor. Tu sais, on a essayé des trucs chez les marques de luxe japonaises. Oui. Parce qu'évidemment, Genesis est à Hyundai ce que Lexus est à Toyota ou Acura est à Honda. Là, bon. Oui. Et Infiniti à Nissan. N'oublions pas Infiniti. Ouais, c'est parce que j'ai failli l'oublier. Excuse-moi. C'est ça. C'était ça la blague. Ouais, c'était ça la blague. Mais Genesis est une division toute jeune qu'on a fondée basée sur le fait que oui, il y a un marché de plus en plus fort pour le véhicule de luxe. Et ce que j'aime personnellement de Genesis, c'est qu'on ne joue pas d'abord la carte sportive. Oui. Tu sais, on n'a même pas encore chez Genesis d'équivalent de S-Line ou de M-Package. Ou de, ça s'en vient. Là. Ça va arriver, mais personne ne regarde ça. Ils ont déjà un nom, d'ailleurs. C'est-à-dire? C'est Lava? Magma, c'est ça. Oui. Mais c'est pas officiellement arrivé. C'est pas bon. Puis on a eu des R-Spec à un moment donné, mais on l'a oublié très rapidement. Là. G80 Sport. Bon. Mais c'est ça, on joue pas cette carte-là. C'est une bonne chose. Mais c'est exactement. Je pense qu'on est tous d'accord. C'est correct. Ils ont des produits de qualité,
mais j'ai l'impression qu'on commence à plafonner un peu. Ça fait 6-7 ans là, qu'on s'est établi comme marque. Oui. On a un beau portfolio de véhicules. On est allé jouer dans l'électrique. On a des beaux VUS. On a deux berlines qui sont superbes. Mais qu'est-ce qu'on fait pour aller chercher la clientèle? Parce qu'au début, on était en mode conquête. Ça fonctionnait. Et cette année, tu vois, cette année, c'est-à-dire en 2023, on a vendu autant de véhicules au Canada que Lincoln, un peu plus de véhicules qu'Infiniti. Ça me dit que c'est pas dur à battre. Mais on n'est pas encore allé chercher Volvo. On ne s'est certainement pas rapproché des Allemands. Là. Non, on n'est pas une menace. Pas non. Et ce que je trouve intéressant, par contre, c'est que le président de Lexus Canada me mentionnait que la marque qu'il regardait dans son rétroviseur, c'est Genesis. Il n'y a aucun doute. Plus que n'importe quel autre, parce que c'est certain qu'il y a des clients de Genesis qui ont quitté Lexus pour aller là-bas. Oui. Il n'y a pas un client Audi qui va quitter Audi pour aller chez Genesis, ou en tout cas, si oui, très peu. Ou BMW, par exemple. Mercedes, j'y croirais un peu plus. Mais Genesis doit aller chercher sa clientèle là où les autres ont abandonné. Donc, Lincoln, Cadillac, bon, Lincoln n'a plus de voiture. Tu viens de régler la question. Cadillac, ils en ont une qui a un peu de bon sens, mais est-ce que ça se vend? Pas beaucoup. Après ça, est-ce que c'est les voitures qui permettent à Genesis de survivre? Non. Pas beaucoup non plus. Mais faut quand même pas oublier que le modèle d'affaires de Genesis, c'est d'abord de produire des voitures. Sur le marché coréen, le véhicule le plus vendu, c'est la G80. Oui. Exactement. C'est dur donc, à je veux croire. dire, de toute façon, ils font déjà de l'argent sur leur marché local avec ce véhicule-là. Alors, de l'offrir ici. L'offrir ici, c'est pas un problème. C'est ça. Et je trouve ça justement assez malin parce que on est dans une monoculture de VUS, comme on en parlait tout à l'heure, mais pas tous les pays à travers le monde. Donc, de Genesis d'arriver avec un produit un petit peu décalé, je trouve ça bien. Puis encore une fois, il faut garder en tête que comme Lexus, ils sont là sur le long terme. Ils vont, si pendant 2-3 ans ça stagne, etc., ils vont réévaluer la situation. Ils vont pas partir en mode panique tous les 3 mois comme chez les constructeurs américains où, je veux dire, on navigue de rapport de Wall Street en rapport à Wall Street. La philosophie coréenne, c'est de dire on les aura sur le long terme. Pas de problème. Et de toute façon, ils ont les reins assez solides pour pouvoir le faire. Ça, c'est vraiment pas un problème. Ça marche avec Hyundai, puis ça marche avec Kia. Voilà. Mais ils ont un beau catalogue de produits. On vend carrément 10 fois le nombre de véhicules aux États-Unis qu'on vend au Canada. Donc, c'est très stable au niveau des ventes. L'ascension, tu vois, a été d'à peu près 15% cette année au Canada dans un marché qui a vu ses ventes augmenter de 9,6%. Donc, on a fait un peu mieux que la moyenne, mais il y a eu des augmentations plus significatives chez d'autres marques de luxe. Cadillac, notamment, qui a augmenté de plus de 20% au niveau des ventes. Cadillac est une marque qui va très bien en ce moment, même si on a l'impression que le portfolio est inégal, ça se passe bien. C'est une autre histoire chez Lincoln. On n'est pas surpris. Non. Mais évidemment que Genesis, il faudra multiplier les offres, arriver avec des produits. La déception de Genesis, je pense que c'est le véhicule électrique qui ne s'est pas vendu. GV60. Pour deux raisons. Le design ne plaît pas unanimement, je pense. C'est pas. Mais ça jaillit pas, mais c'est vrai que ça. Mais ça se qualifie pas au crédit. Alors, versus un Volvo XC40 Recharge, versus un modèle Y, lui se qualifie pas, ça fait toute la différence. Mine de rien, la Ioniq 5 et le V6 sont déjà de super bonnes bagnoles. Et eux se qualifient au rabais, donc je veux dire... Pour la même technologie. C'est ça, la même technologie. C'est sûr que ça fait mal, mais moi j'ai hâte de voir ce qu'on va faire chez Genesis pour continuer de mousser l'image et amener la marque, niveler la marque à au niveau de Lexus en tout cas. Parce que c'est là qu'on s'en va. Là. Il y a eu une entente dernièrement avec le petit constructeur dont j'oublie le nom. Croate. Le constructeur... qui possède de Bugatti. Voyons, jeu blanc. OK. Oui, ça va. Rimac. OK. Oui. Il va y avoir un partage de technologie entre Rimac et Genesis. Ça va être intéressant à voir. Il y avait une Rimac cette semaine sur Crescent que j'ai pu observer au kiosque de XPEL. Wow. On avait fait venir ça d'une collection privée des États-Unis. Ça vaut 3 millions de dollars, ce truc-là. J'ai regardé la voiture, j'ai fait... Ça n'a complètement pas de sens. J'ai pas trouvé le lien avec la Genesis.
Non, il n'y en a aucun. Là. C'est une entente très récente, mais c'est ça. Dans l'optique où ce que Genesis prépare sa division de performance, dans l'optique où ce qui se dirige de plus en plus vers l'électrique. Mais avant de faire ça, je pense qu'il faut mettre les tentacules un peu plus solides. Je veux dire, l'image de marque est fantastique. Et la beauté de Genesis, si je termine là-dessus, c'est le fait qu'on n'a pas de passé à camoufler. Tu sais, Lincoln, aujourd'hui, si on partait à partir de 0, ben là, les chances sont beaucoup plus grandes que de devoir effacer 70 ans d'images de voitures de grand-père dont on n'est pas capable de se défaire. Alors, tu sais, il y a cet avantage-là quand tu as une jeune marque. Une fois que tu as passé l'étape de la, je ne veux pas dire de la rentabilité, mais l'étape de la faisabilité, ben là, après ça, c'est à toi d'avoir de bonnes idées stratégiques, puis ça devrait fonctionner. Mais pour le moment, là, on plafonne un peu, puis je pense qu'il va falloir travailler juste un peu plus fort. Puis c'est pas avec des VUS à 105 000 qu'on va améliorer la formule, là. Non, mais en même temps, c'est un peu un signe qui se rapproche tranquillement des marques un peu plus prestigieuses. Fait que je comprends la stratégie. Oui, mais ça se conduit pas comme un Cayenne. Pas du tout. On s'entend là-dessus. Pas du tout. Même si je ne l'ai pas conduit encore. Bon. Quelques mots sur le Toyota, la Toyota Crown Signa, parce que j'ai tendance à dire là, mais c'est une voiture familiale. Bon, alors, c'est la déclinaison familiale de la Berlin Crown qu'on connaît, qui va débarquer d'ici quelques semaines. Tu dis qu'on connaît, mais on ne connaît pas. Bon, la Berlin Crown... J'en ai vu une le week-end dernier, j'étais comme « Wow! » Une voiture rare. Une voiture rare, de très grande qualité, cela dit. Mais évidemment que la déclinaison familiale va connaître plus de succès. Quoique, parce que ce produit-là a pour objectif de remplacer la Venza, qui n'a jamais connu de succès aux États-Unis. Là, on arrive avec ce produit-là qu'on catégorise forcément comme un multisegment, mais qui est officiellement catégorisé comme une voiture familiale. À preuve, cette voiture-là n'a pas le droit d'avoir de vitres teintées intimité. Elle est livrée avec des vitres claires tout le tour. Ce qui veut dire que on la catégorise aux États-Unis comme une voiture et non pas comme un VUS. Bien que le constructeur le vende comme un VUS, c'est officiellement une voiture. Alors, même la version la plus luxueuse, qui est la seule qui nous est offerte, qui est le modèle Limited, c'est livré sans vitres teintées, avec un équipement intérieur très, très luxueux. Petite déception, c'est qu'on n'a pas la possibilité d'avoir la motorisation Hybrid Max qu'on a sur la Berline Platinum, par exemple. Ça, c'est dommage. On a juste la motorisation régulière hybride. Écoute, 21 pouces de roue, je trouve ça un peu exagéré. C'est hyper luxueux, c'est hyper aseptisé. La finition est fantastique sur ce produit-là. Mais je peux pas croire que l'Américain va mordre à l'hameçon plus qu'avec la Venza. Parce que c'est une voiture familiale. Qu'est-ce que déteste le plus un Américain moyen? Des station wagon. Puis c'est exactement ce qu'est la Toyota Crown. C'est tellement paradoxal. C'est eux qui ont créé ça, le station wagon. Puis ils le rejettent comme si c'était le... J'ai l'impression que ça va revenir. Ah, c'est sûr. C'est une question de temps. Non, mais regarde, justement, tu regardes... Les VUS, actuellement, tu prends une Signa, tu enlèves ses grosses roues, c'est une voiture. Oui. C'est tout. Donc, en fait, là, maintenant, on revient à des designs, tu vois, des VUS multisegments, même à un truc comme le Velar, qui est beaucoup plus bas. Tu lui mets 2 tailles de roues inférieures, t'as une familiale. La première Venza était comme ça. Il avait mis des 20 pouces, mais tu pouvais l'avoir avec des 18 pouces. Ouais. C'était une Et on y revient, familiale. on est en train de revenir tranquillement. D'ici 4-5 ans, ça va être la nouvelle mode. Ah oui, clairement. Puis, j'ai très, très hâte de voir comment ça va se transformer au niveau design, parce que, écoute, c'est pas d'hier que les Américains essaient de réinventer cette formule-là. On l'a fait avec la première Pacifica, avec le Ford Flex, avec les Freestyle, te souviens-toi, chez Ford? Tu sais, je veux dire, Volvo, les Taurus X. Oui. Tu sais, tout ça. Alors, on l'a essayé à plusieurs reprises. Mais la Crown Signa, c'est un produit de très, très grande qualité qui consomme rien, qui va certainement plaire à une certaine catégorie de gens. Et quand je regarde le produit, j'ai pas le choix de faire le parallèle avec l'Outback.
Et ensuite arrive le prix, 62 000 $. Et tu fais, mais on n'est pas là, mais pas du tout. C'est 15 000 plus cher que la plus coûteuse des Outback. Alors, puis c'est plus coûteux que l'ancien Venza aussi, là. C'est plus coûteux. Puis pour le Canada, on n'a que la version la plus luxueuse, alors qu'aux États-Unis, ils ont droit à des versions plus d'entrée de gamme. C'est évident que ce qu'on cible, c'est le marché américain. Oui. Et le Canada va récolter des miettes. Et moi, ma prédiction, c'est que ça va se vendre moins que la Venza, même si c'est un produit de très grande qualité. Alors, c'est très dommage. Mais j'ai beaucoup aimé le produit, là. Rien à dire là-dessus. Puis je vais le recommander à quiconque souhaite acheter ce genre de produit-là. Parce que tu as littéralement un produit de qualité Lexus sans l'emblème, mais c'est très, très cher. Mais c'est ma prochaine question. Est-ce que Lexus prépare déjà une version ou on oublie ça, là? J'ai pas l'impression, moi, parce que la direction que prend Lexus, c'est pas ça. Ouais. On a des designs complètement différents, une philosophie différente chez Lexus. Peut-être pour ça aussi qu'elle porte l'écusson Crown, qui est comme considéré un peu plus... qui a un véritable historique dans l'histoire de Toyota. Je leur ai demandé s'ils pensaient sortir une version encore plus luxueuse qu'ils appelleraient Crown Royal, puis ils m'ont dit non, c'est pas une bonne idée. Merci tout le monde d'avoir été là. Bonne semaine à tous. Prochaine. Salut. Tous les épisodes du Guide de l'auto sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.